Honneur aux enfants en ouverture de ce journal, ces millions d'enfants pour qui ont convergé depuis des jours les efforts des adultes avec une satisfaction d'ailleurs partagée. Que ce soit en ouvrant la nuit dernière l'année sainte, en célébrant la messe de minuit ou en s'adressant aujourd'hui avec la bénédiction de Noël, le pape Paul VI a prôné la réconciliation. Suspense pendant plusieurs heures à la Maison-Blanche à Washington où un individu, après avoir forcé les grilles d'entrée, a menacé de faire sauter le bâtiment, il a été arrêté. Le tiercé se disputait à Vincennes sous la pluie et si vous avez joué le 18, le 8 et le 1, eh bien vous avez gagné. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour commencer ce journal et avant de développer l'actualité, une actualité pour l'essentiel influencée par le calendrier, nous allons retrouver pendant quelques instants l'atmosphère d'une famille ce matin à l'aube de ce 25 décembre 1974. Nos caméras auraient pu venir chez vous, mais il a bien fallu choisir et notre choix, vous allez le voir, n'est pas un hasard. Et d'un Noël à l'autre, on peut finalement se poser la question, pourquoi réserver à ce seul jour de l'année, un jour de fête à base religieuse, tout le potentiel de générosité, de bon sens et de joie que recèlent la plupart d'entre nous. Noël, bien sûr, c'est surtout une grande fête pour les enfants. La joie de découvrir, après de longs jours d'attente, les cadeaux demandés au Père Noël. Nous aussi, nous avons introduit le Père Noël dans une famille que certains d'entre vous connaissent déjà, la famille Delattre, qui vous a été présentée dans le magazine Plein Cadre du mois d'avril, consacré au problème de l'adoption. Les Delattre ont déjà 5 enfants, mais ils ont décidé, pour aider l'enfance malheureuse, d'adopter un petit Vietnamien, David, 7 ans, et une petite Haïtienne, Julia, 3 ans et demi. Donc cette année, le Père Noël avait 7 enfants à gâter dans cette famille. Ça, j'ai trouvé le moins cher. Noël, c'est vrai que c'est formidable. Oui, ça, Hey, Grégoire, Maman, Grégoire. C'est à toi? Ouais, c'est à moi. Ouais, c'est à toi. Ça, c'est à moi. Emmanuel. Pour vous, Noël, c'est vraiment la fête des enfants. Ah oui, complètement. Complètement la fête des enfants. Et Noël se passe toujours entre nous 9. Nous sommes tout seuls et nous avons toujours fêté Noël tout seuls, les enfants et les parents. C'est peut-être le moment où on se trouve vraiment bien en famille. Un peu particulier. Le plaisir d'avoir les enfants sur le soir. Et le plaisir peut-être que les enfants se sentent aussi tous Moi ensemble. aussi, regarde. Pour nous, le début de l'année, c'est pas le 1er janvier, c'est Noël. Alors on repart sur des bases en disant, bon, cette année, on va essayer, on va faire. Et pour les enfants, je pense que c'est un petit peu pareil. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais ce que j'aimerais, c'est conserver toujours Noël avec tous les enfants, et puis par la suite tous les petits-enfants, parce que j'espère bien en avoir. Mais conserver toujours Noël avec tous les enfants, si c'est possible. Au maximum, comme on pourra, mais j'aimerais bien garder cette... c'est pas une tradition, parce qu'on n'est pas une famille de tradition, mais j'aimerais bien garder finalement cette tradition. Tous les enfants avec nous. Le mot réconciliation restera donc comme le thème principal de ce Noël 1974, tant il est vrai que cette réconciliation semble nécessaire. Le pape en a fait son leitmotiv dans les cérémonies qui se sont succédées depuis hier soir et qui ont dû d'ailleurs constituer pour le souverain pontife âgé de 77 ans une certaine épreuve sur le plan physique.
Que ce soit la nuit dernière, lors de l'ouverture solennelle de l'année sainte, ou peu après pendant la messe de minuit, et enfin ce matin du haut de son balcon, place Saint-Pierre à Rome, le pape Paul VI a appelé les hommes à plus de sagesse et à plus de sérénité. Nous allons l'écouter. À midi, devant l'immense foule des fidèles massés sur la place Saint-Pierre à Rome, le pape, comme chaque année, a adressé son message de Noël et donné sa bénédiction. Cette année, Paul VI a voulu souligner que dans notre société, avec ses conflits de nations, de races, de classes, de personnes ou d'intérêts particuliers, il subsiste encore un idéal dynamique basé sur l'égalité, la fraternité et la paix. Heureux sommes-nous, a-t-il ajouté, de découvrir en Jésus-Christ l'homme par excellence. Il est le modèle et le maître. C'est donc à lui que nous demandons pour l'année sainte qui vient de commencer une bénédiction régénérante. Hier soir, en effet, avant de célébrer la messe de minuit dans la basilique Saint-Pierre, Paul VI a ouvert solennellement l'année sainte sous le signe de la réconciliation. Plus d'1 milliard de croyants ont pu suivre la cérémonie, retransmise en mondiovision par 45 chaînes nationales et commentée en plusieurs langues, dont l'arabe et le japonais. Une cérémonie telle que l'a voulu le souverain pontife, sans triomphalisme et sans trompe, une manifestation de spiritualité. La première année sainte remonte à l'an 1300. Elle avait été créée par Boniface VIII. En ce temps-là, elle invitait les fidèles à la pénitence et au pardon et promettait des indulgences. Depuis, elle est célébrée tous les 25 ans. La dernière remonte donc en 1950 sous Pie XII. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Le début de l'année sainte est traditionnellement marqué par l'ouverture de la porte sainte murée pendant 24 années qui sépare chaque jubilé. Par 3 fois dans la nuit de Noël, sous les multiples flashs des photographes de presse, le pape a frappé la porte pour que tombent avec elle toutes les barrières qui séparent les hommes. Et il a prononcé cette formule: « Ouvrez-vous devant moi, porte de la justice, voici la porte par où entrent les justes. » Pour les chrétiens, cette année doit donc marquer comme un recyclage de leur foi. Paul VI, après s'être agenouillé quelques instants, a franchi la porte sainte selon le rite qui sera suivi par les millions de pèlerins, ceux qui sont attendus à Rome, tout au long de 1975. Ce sont des scènes dignes d'un bon roman policier ou d'un film d'espionnage à l'américaine qui se sont déroulées pendant plusieurs heures aujourd'hui autour de la Maison-Blanche à Washington. Et alors, disons-le tout de suite, que le président Ford, actuellement à la montagne, était donc absent de son bureau. Un homme a brutalement foncé avec sa voiture sur l'un des portails d'entrée de la Maison-Blanche et il s'est retrouvé à quelques mètres des fenêtres du bureau du président américain, menaçant de tout faire sauter à la dynamite. Il a finalement été arrêté par les agents des services secrets. Très exactement 4 heures après avoir défoncé avec sa voiture la grille nord-ouest de la Maison-Blanche et menacé de faire sauter une charge d'explosifs contenue dans une mallette, Marshall Fields, jeune noir américain, fils d'un ancien fonctionnaire du département d'État, s'est rendu au service de sécurité. Fields, toujours vêtu de sa veste blanche à capuchon qui avait fait croire à un burnou, a agité un morceau de chiffon blanc et levé les bras en s'approchant avec prudence des agents du FBI. Marshall Fields, avant de se rendre,
avait parlementé avec les policiers en anglais, mais aussi en arabe. Cela s'explique par le fait qu'il a séjourné longtemps au Proche-Orient avec ses parents. Les mobiles de Fields sont encore confus. Sa seule revendication semblait être de s'entretenir avec l'ambassadeur du Pakistan à Washington. On peut de toute façon émettre certains doutes sur ses facultés mentales lorsqu'on sait la facilité qu'ont les agents du FBI à se servir de leurs revolvers. Pendant ce temps, Gerald Ford et sa famille étaient loin de la Maison-Blanche, à Vail, une station de sport d'hiver du Colorado, où il partage son temps entre la signature d'une centaine de projets de loi et le maintien d'un équilibre précaire sur une paire de skis français. Le président Ford, ont ironisé certains journalistes, est plus à l'aise dans sa piscine que sur une piste neigeuse. Ben, il n'est pas le seul. Je vous le disais, dans notre édition de 13 heures, ces fêtes de Noël à travers le monde se sont déroulées sans incident majeur dans des secteurs où l'on aurait pu en craindre. Je pense au Vietnam, à l'Irlande et au Proche-Orient, pour ne parler que des zones de tension les plus évidentes. Au Proche-Orient, où la fête chrétienne de Noël coïncidait avec la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir, chaque communauté là-bas a visiblement évité la provocation. Et pourtant, les casques bleus, dont le rôle demeure limité en période de conflit, sont restés plus ou moins en état d'alerte. Ils sont autrichiens, canadiens, péruviens et polonais. 1200 hommes au total déployés entre deux armées ennemies. Les forces de l'ONU qui veillent à l'application des accords de désengagement sont stationnées sur le Golan depuis le mois de juin dernier et sur ce qui fut un champ de bataille et qui pourrait le redevenir, les casques bleus ont célébré la fête de Noël au pied du mont Hermon. Le massif du mont Hermon domine tout à la fois la plaine de Damas, le nord d'Israël et le sud Liban. C'est dire que c'est l'atout stratégique numéro 1 sur ce front nord du conflit du Proche-Orient. C'est là que se sont déroulés les combats les plus acharnés au cours de la guerre d'octobre, mais depuis l'accord de désengagement entre troupes syriennes et israéliennes, ce sont les forces de l'ONU qui occupent les cimes du mont Hermon. Quotidiennement, des patrouilles de l'ONU s'assurent que l'accord est bien respecté de part et d'autre. À la veille des fêtes, le temps s'était levé après 2 semaines de tempête de neige avec un vent qui par instant dépassait 140 km à l'heure. Les patrouilles avaient alors dû interrompre leur surveillance durant quelques jours. Leur seule liaison avec la base était assurée par radio. Le temps dégagé a permis de rompre l'isolement et d'acheminer jusqu'au sommet de quoi faire que le jour de Noël ne soit pas tout à fait comme les autres. Non, on préférait beaucoup mieux passer le réveillon de Noël parmi nos foyers, mais par contre, vu qu'on est ici, on va essayer de faire le mieux possible pour que ce soit le plus beau Noël quand même. Une photo, une lettre d'enfant punaisée au mur, quelques bougies. On est loin du souvenir de la guerre et de la menace du conflit pour quelques heures. Au camp principal, 1000 mètres plus bas, on a aussi voulu célébrer la fête comme si l'on était chez soi. Les haut-parleurs diffusent de la musique autrichienne pendant que les hommes décorent des sapins offerts par les Syriens. Le gouvernement de Damas a également fait parvenir des cadeaux à chacun des soldats de l'ONU. À 3000 km de chez eux, les hommes ont pu entrer en contact avec leur famille grâce à une liaison radio avec l'Autriche. Ils ont pu dire dans ces conversations qu'ils ne resteront peut-être pas très longtemps. En effet, le président syrien a accepté au début du mois de reconduire le mandat des casques bleus jusqu'à la fin du mois de mai, à la condition que d'ici là reprenne la conférence de Genève. Si ce n'était pas le cas, il demanderait leur retrait et plus rien ne séparerait alors les deux armées ennemies. Par un hasard du calendrier, la fête chrétienne de Noël et la fête musulmane de l'Adha coïncidaient cette année. Les chrétiens et les musulmans qui vivent sur ces hauteurs du Golan pressentent ce que la trêve peut avoir d'éphémère. Durant la période des fêtes, toute la région est demeurée en état d'alerte. Aucun incident n'a troublé Noël à Bethléem. Les autorités israéliennes avaient, il est vrai, déployé un dispositif de sécurité exceptionnel, justifié par les nombreux attentats palestiniens de ces dernières semaines et par l'avertissement lancé avant-hier par l'OLP.
Les pèlerins ont été moins nombreux que prévu, 10 000 environ, qui, après avoir été dûment fouillés et filtrés, ont pu suivre de la place de la Nativité, grâce à un circuit fermé de télévision, la messe de Noël que voici. Cet appel à la prière s'adresse aux musulmans. Ce jour anniversaire de la naissance de Jésus-Christ dans une grotte de berger était aussi celui de la grande fête islamique du mouton qui rappelle le sacrifice d'Abraham à Jérusalem. Et au Caire, le président Sadat, comme tout bon pratiquant musulman, s'est rendu à la mosquée. La paix au Proche-Orient était-elle de ses prières à Allah? Ce même jour, l'Égypte a perdu celui qui deviendra sans doute un grand héros de son histoire pour avoir été l'un des principaux artisans de la guerre d'octobre 73. Le maréchal Ismaïl Ali, commandant en chef des forces armées égyptiennes, est mort. Vu de l'extérieur, le Noël des clochards parisiens, puisque c'est de cela qu'il s'agit maintenant, ce Noël comporte une bonne dose de folklore, à la fois par les participants eux-mêmes et par le lieu où le festin a été servi, sur les bords de la Seine, au pied d'un des plus grands restaurants de la capitale, de la tour duquel on a une belle vue, une très belle vue même, sur l'arrière de Notre-Dame. Ce sont donc la nuit dernière quelques 1500 clochards venus de tous les ponts de Paris, si l'on peut dire, qui se sont retrouvés à l'initiative, comme chaque année, du Secours catholique. Depuis 10 ans, tous les 24 décembre au soir, le Secours catholique organise au pont de la Tournelle ce réveillon des clochards. Ils étaient nombreux hier soir et aucun des habitués n'avait manqué le rendez-vous. Le spectacle était sur le podium, mais aussi dans cette salle à ciel ouvert que sont les quais de la Seine. Rien ne manquait, le repas était chaud, les colis abondants et l'ambiance chaleureuse. Pour beaucoup, la joie de Noël n'était pas un vain mot. Je trouve que ça se passe très très bien. Il y a un repas. Il y a eu un bon repas. Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? J'ai mangé de la choucroute. On a donné un petit colis. Qu'est-ce que vous auriez fait Et ce une soir? bonne soupe. Ce soir, qu'est-ce que vous auriez fait Bah, ce soir, j'étais un peu malheureuse. Alors, je suis venue avec mon pépère. Qu'est-ce que vous faisiez les Noëls précédents? Les Noëls précédents, malheureusement, ce soir, je suis en dehors de ma famille. L'année dernière, vous étiez avec votre famille? Oui. Et c'est la première année que je viens ici, à côté de la Seine. Je suis ancien marin français. Ça vous fait plaisir d'être là? J'ai commandé de la pommade. Je fortune tout autour du chêne noir, mais je claire de la lutte à mon maître le soir. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne... La tradition de Noël était respectée et cette fête, la seule de l'année pour des centaines de personnes, s'est terminée par la messe de minuit. Une manière pour certains de dire merci pour ce cadeau de Noël. Catholique et apostolique. Il est né le divin enfant, jouez au bord et jeûnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous solennellement.
On a appris dans l'après-midi une nouvelle aggravation de l'état de Pierre Freinet, état qui va s'aggravant d'heure en heure, et l'on a précisé à l'hôpital où il se trouve sous surveillance que Pierre Freinet est entré dans une phase critique. Il y a maintenant une semaine que le grand comédien, qui est âgé de 77 ans, a été admis à l'hôpital à la suite d'un malaise très grave. Le sang-froid des membres de l'équipage du Jumbo Jet d'Air India détourné aux premières heures de la matinée vers Rome a évité dans une grande mesure que cet incident ne mette en danger la vie des 155 passagers qui se trouvaient à bord de l'avion. C'est un homme d'origine tchécoslovaque, naturalisé canadien, qui voulait contraindre l'équipage à lui obéir en menaçant le pilote et le copilote avec un couteau. Après une courte bagarre dans la cabine de pilotage, l'individu a été maîtrisé et l'avion a pu se poser normalement à Rome, où le pilote, qui ne semble pas jouir de toutes ses facultés mentales, a été arrêté par la police italienne. Il a d'ailleurs demandé l'asile politique en Italie. Il risque fort d'ailleurs de se retrouver à l'asile tout court. Pour terminer ce journal, jetons un coup d'œil sur la course du tiercé qui s'est disputée aujourd'hui à Vincennes et qui s'est donc soldée par la combinaison gagnante suivante, le 18, le 8 et le 1. Voyons la course. Si vous avez joué la combinaison 18-8 As dans le prix Constant Hervieux, c'est un joli cadeau de Noël qui vient garnir vos sabots et qui vous rapporte 8 385 francs pour 3 francs dans l'ordre et 1 677 francs dans le désordre. Si la favorite Casaque Bleu a gagné, deux gros outsiders ont pris des accessites. Ici, dans le dernier tournant, c'est Caldas, le numéro 7, avec à ses côtés Châtelet, le numéro 8, qui assure le train devant Clin d'œil, Carmen L, Calamis, Chara, Cara 3, Casaque Bleu n'est qu'en 8e position. Mais regardez bien, à l'extérieur, Casaque Bleu, fautive au départ, fait étalage de toute sa classe. Après avoir remonté tous ses adversaires un à un, la jument du comte de Montesson, ici à gauche, vient battre sur le fil Châtelet, après avoir eu cependant les faveurs de la photographie. Même au ralenti, il est bien difficile de départager les deux chevaux. Crésus D prend la 3e place. 18-8 As rapporte dans un ordre exact d'arrivée 8 385 francs pour 3 francs, dans un ordre différent 1 677 francs, le couplet 18-8 rapporte 267 francs 80. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de votre attention. Une nouvelle bonne soirée. Au revoir.